manquons de tout, de tout. Ni encre bleue, ni même rouge. Ainsi, aujourd'hui, nul devoir à la plume, nulle correction. Aujourd'hui, pas un de vous ne sera pris en faute. Quelle chance nous avons! De tout, de tout, de tout. Mais vous avez vos cahiers de brouillon encore. Quelle chance vous avez! Vous pourrez dessiner, effacer, maladroit, malhabile, recopier tout ce que vous pourrez. La leçon vous paraîtra difficile, ce n'est pas grave. Vous trompez, ce n'est pas grave. Et recommencer. Avant qu'un devoir, un autre devoir, mais cela n'arrivera pas, ne vous appelle, car alors vous n'auriez plus le choix. Il faut créer un papier. Et voici une craie. Les ardoises sont toutes en morceaux. Une chance, vous n'aurez pas à ranger vos pupitres, ni vos cartables. J'ai moi-même commencé d'emballer. Essayez de ne rien déplacer dans mon classement. Depuis que votre maître s'est absenté pour fait de guerre, enfant, vous n'avez pas été abandonné. Une remplaçante, aujourd'hui, enfin, est là. Mais d'autres événements, les blessés, reviennent des lignes brisées, brûlées. Front contre front, ils se défendent pied à pied et on revienne inertes. On vous salue. L'école et toutes les écoles de la ville sont réquisitionnées. Cette salle de classe, à la fin de l'année, sera transformée en salle de soins. En hôpital, si vous voulez. Comme s'il allait revenir d'un moment à l'autre. Comme si le temps s'était arrêté, parce que les lettres ne nous parviennent plus. Où en était-il? Qu'avait-il prévu de travailler avec vous? Ah, voyez. La photo de son unique fils marque la page de la lecture à haute voix. Le petit soldat. Toi qui, de céleste façon, mets ton fusil de bois en joue. Un jour, tu feras tout de bon ce dur métier que l'enfant joue. Tu seras soldat, cher petit. Tu sais, mon enfant, si je t'aime. Mais ton père t'en avertit, c'est lui qui t'armera lui-même. Il faudra courir, sac au dos, porter plus lourd que ses gros livres, faire étape avec des fardeaux, sans cartouches. 3 jours de vivre. Soleil d'été, brise d'hiver, mordront sur cette peau vermeille. Les balles de plomb et de sphère te siffleront à chaque oreille.
Avant, tout était calme, mais maintenant on entend le sifflement des balles. Les balles qui font le jour, la nuit, qui font du bruit. Des cris d'hommes montent jusqu'à moi. Il y a des moments où il n'y a plus de bruit. Quelquefois le bruit des rails. Tous les jours, c'est la même chose, du bruit, du bruit. On ne peut plus avoir le silence. Quelquefois le bruit des rails. Aujourd'hui, peut-être ne vous lirait-il pas cette poésie. Il aurait désobéi, rompant avec l'enchaînement imposé par le manuel scolaire. Écoutons plutôt la leçon de vie, de dévouement, de travail, d'opiniâtreté que nous donnent les abeilles depuis l'aube des temps. Mademoiselle Apollonie, êtes-vous prête à nous dévoiler le rôle majeur de ces ouvrières? Il me reste 2 pattes à dessiner. Pas de mouche. Mouche mellifère, porteuse de miel. La voilà. De qui parlez-vous, madame la directrice? Mais de celles qui produisent, nous donnent la nourriture la plus exemplaire, la plus douce au palais, la plus suave. En voici une, parmi d'autres, infatigable, toujours à la recherche de leur précieux butin. Même quand blé et hommes fauchés au champ d'honneur ne leur offrent plus que champ d'horreur. Enfants, soyez à l'écoute. Je reviendrai dès que possible. J'ai affaire. Depuis l'aube de l'humanité, l'abeille, généreuse, désintéressée, a donné un or pur, liquide, le miel. Pour aider les hommes à trouver ce trésor caché, il y a très longtemps, en Afrique, dans les savanes du Kenya, les oiseaux, de leurs cris perçants, aidaient les nomades à trouver les premières ruches d'abeilles sauvages. Leur vol guidait les hommes jusqu'au pied de l'arbre où s'était établie la colonie. L'homme enfumait les abeilles, récoltait le miel. En récompense, la cire était offerte aux oiseaux qui s'en régalaient. Aujourd'hui, cette espèce a disparu. Mais vous pouvez voir passer d'autres porteurs de messages. Messages d'espoir, lorsque l'hirondelle revient, le printemps aux ailes. Messages attendus, lorsque le pigeon voyageur revient, exténué pour annoncer l'aide, le renfort. Tous les jours, c'est la même chose, du bruit, du bruit. On ne peut plus avoir le silence.
Je pense que cela va bientôt arriver. Les bâtiments sont détruits. L'église aussi. Je suis Isabelle qui vole. Je suis bleue et rouge. J'ai très mal au poumon. J'ai du mal à respirer. Je perds peu à peu mes couilles. J'ai mal aux ailes. Je vole dans le grand ciel bleu. Je suis le pigeon de la terre. J'envoie les messages au commandant quand vient de passer à l'action d'attaquer. J'entends des coups de fusil miaulement dans les tranchées. J'entends des balles. Je vois des gens courir avec le fusil. Je vois des gaz qui m'atteignent. Et de plus en plus de mal à respirer. Je vois les hommes éclairants sur les pions voyageurs. Est-ce que je pourrais encore voler? Qu'est-ce qu'ils vont inventer après? Je ne vois que du noir. Il y a plus d'âme, plus de cœur. Je tombe. Je me relève et je repars. Tout est gris de la poussière, je ne vois plus. Ça siffle, ça crépite. J'entends des crépitants à gauche, à droite. Je perds le contrôle. Par terre, il y a des trous de machines qui crachent et construisent. La boue va plus vite qu'un oiseau. Un beau bâtiment est détruit là où il y avait des lits avec mes petits dedans. Plus rien ne bouge en grand mystère. J'aimerais retirer toutes ces images de ma mémoire, pouvoir voir la mer et retirer le tout de ma mémoire. Et voilà ce que les hommes nomades laissaient aux oiseaux, les gâteaux de cire. Plus de grains, plus de graines pour nourrir à becquer mes oisillons. Alors que ces petits chanteurs, alliés ailés, se régalaient des gâteaux de cire que leur donnaient les hommes nomades. Gâteaux composés d'alvéoles, de cellules hexagonales, c'est-à-dire à 6 côtés. Hexa veut dire 6. Mais l'hexagone, c'est aussi la manière dont on nomme la France, qui s'inscrit dans cette géométrie, avec des frontières dites naturelles. Et en 1870, de ce côté-là, a été déchiqueté par nos voisins, les Allemands, qui ont détruit la forme parfaite et annexé l'Alsace et la Lorraine, mutilant la France. Aujourd'hui, manque. C'est pourquoi, le long de cette blessure, ont été creusées des tranchées profondes où, de chaque côté, les hommes se font la guerre, se défont dans la terre et la peur. Moi, la colombe, je vois des soldats morts. Il y en a partout. Pourquoi ne pas arrêter cette stupide guerre? Je vois des millions de buts tomber sur le sol. Les pauvres, ils souffrent. Je voudrais me sacrifier pour eux. Et je ne suis qu'une colombe, je ne peux rien faire pour eux. Je ne suis qu'un tas de terre, de feuilles qui ne veut rien dire. Je suis partout, je ne suis qu'un labyrinthe qui explose à cause de bons cachés en moi. Je ne peux plus aller, car je ne suis qu'une tranchée comme d'autres. Et pourtant, le monde me remercie. Je suis toujours là de jour comme de nuit, de matin comme de midi. Je suis là que pour vous cacher, et je suis là que pour vous aider. Je ne suis pourtant qu'un tunnel, mais j'ai encore du temps avant de disparaître. Je suis recouvert de corps, mais je ne pleure pas. Je suis recouvert de balles, mais je ne me plains pas. Je suis écrasé par les reins et donc la droite. Je suis fatigué de tout ça.
et se cacher. Les merveilleuses vétérinaires et les tranchées, elle peut servir de dépôt, de refuge, de cachette. Pendant ce temps, les abeilles continuaient de construire les alvéoles de cire qui constitueront une maison commune, la ruche, où chacune accomplira sa tâche. Et dans le dédale des tranchées, les soldats croient entendre le bruit de ces infatigables bruits incessants, sauf que ce sont des essaims de balles meurtrières qui les attaquent, essaims devenus fous, affolés, affolants. Moi, comme toutes les balles, je touche et blesse les personnes. Mais moi, ce n'est pas pareil. Avant, j'étais dans une usine, comme toutes les balles. Maintenant, j'ai explosé. Plus tard, on me reprendra. Je me souviens, quand j'ai été fabriqué, il y avait plein de balles autour de moi. Je sentais qu'elle parlait, elle aussi. Et j'ai senti une balle qui n'arrêtait pas de penser ce qu'elle deviendrait quand elle serait tirée, un fusil. Et là, c'est un moment où moi aussi, je me suis demandé ce que je vais devenir. Il faut sortir de ce labyrinthe, de cette peur, de cette déception, de ce désespoir, de ce malheur, de cette tristesse, de cet enfer. Il faut que nous sortions de ce labyrinthe, de cette cave créée à l'identité de la joie. Quand est-ce qu'on passe du malheur au bonheur, du désespoir à l'espoir? Quand passera-t-on de l'enfermement à la liberté, de la survie à la vie, de la guerre à la paix, de la soupe à la vie, de la mort à la vie? Quand est-ce que ce sera fini la guerre? Pourquoi toujours la même chose? Toujours la mort, toujours les cris, toujours la peur, toujours la désolation, toujours la guerre. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Il ne peut pas dormir, il ne fait que des cauchemars, les cauchemars de la guerre. Les jours se font beaucoup. Les soldats, dans le labyrinthe, le dédale des tranchées, perdus, englués dans la peur, enfermés dans la nuit, dormant dans les boyaux de la terre, n'imagine pas, comme le fit Icare, le fils de Dédale, grand architecte lui aussi, des chapelles par l'eau. Icare appelle ses amis les abeilles à la rescousse. Et c'est la cire chauffée qui permet aux ailes d'être solidement attachées aux épaules de Dédale et de son fils pour sortir du piège et voler de plus en plus haut. Dédale avertit son fils, ne t'approche pas trop du feu du soleil. Mais Icare, trop heureux d'être libre, monte et monte. Et la cire fond, et il tombe dans la mer, noyé. Il faut un air de courage.
Quelle horreur! Je vais les réconforter, ces pauvres soldats. Grâce à moi, ils vont se réchauffer. Je vais essayer de faire sécher les mares de sang. Quels pauvres soldats! Heureusement que je suis là pour les réchauffer. Autrement, ils seraient déjà tous morts. Et là, malheureusement, les neiges me recoulent. J'ai peur de revoir les hommes morts. J'ai envie de les réchauffer, ces pauvres soldats. De toute façon, ce liège ne me fait pas peur. Je réchaufferai les soldats tant qu'ils en auront besoin. Aujourd'hui, il existe un moyen bien plus sûr de voler. L'avion, du mot latin avis, qui veut dire aile. Et cet extraordinaire engin qui peut franchir les mers va peut-être devenir multiplié, ce qui nous permettra de gagner sur l'ennemi. Je suis en train de recouvrir les hommes morts. Et je suis en train de recouvrir les hommes morts pour les oublier, pour ne plus les voir mourir. Je recouvre les feuilles qui sont tombées des arbres quand les Allemands ont tiré avec leurs bombes. Je recouvre les arbres quand les Allemands les ont coupés. Je recouvre les personnes qui sont mortes. Je recouvre les personnes qui sont décédées hors de leur maison à cause des soldats allemands. Je ne vois aucun corps sous mes pieds. Je recouvre toutes les personnes que je trouve sur mon passage. Noyés, submergés, comme nous le sommes tous, pris dans la tempête, suffoqués par ces vagues de violence déferlantes aux assauts répétés. Jeunes et vieux désarmés, nourrissons, vieillards, femmes aux mains chargeant les obus de poudre explosive, pris dans les mêmes tourments, agrippés les uns aux autres dans ce bateau qui chavire et coule. Noyés, submergés, comme le fut le Lusitania, ce grand paquebot venu de New York, en route vers Liverpool, touché, torpillé, coulé, sans avertissement d'aucune sorte, par un sous-marin allemand. Créature totalement innocente, dont de nombreux citoyens américains. C'est pour cette raison que les États-Unis viennent d'entrer, alliés, pour combattre. À bon port, les survivants, là, les victimes furent déposées afin qu'on pût les reconnaître. Et ce spectacle inoubliable produisit une indignation sans borne. Parmi les cadavres retrouvés flottant sur l'eau, on a pu voir deux malheureux petits. Une jeune mère serrant sur son sein un enfant, une autre pressant sur sa poitrine un bébé. Rien n'avait pu séparer ces pauvres bras maternels, bien frêles pourtant, mais l'amour les avait rendus plus forts que la mort. Le honteux et lâche torpillage du Lusitania a été fêté à Berlin comme une victoire. Le Kaiser, vous savez, l'empereur allemand, a accordé une demi-journée de congé aux écoliers allemands pour honorer cet acte de sauvagerie. Notre tragédie n'a plus de voix, muette d'horreur, n'a plus de regard aveugle, n'a plus de corps défait. Elle est
la détruirons et la forcerons à disparaître. Tragédie que nous ne pouvons plus nous représenter. Ça m'agace de tuer tous ces hommes, de cracher tout ce feu sur des gens innocents qui n'en ont rien à faire des taxis. Oui, tu as raison. Moi aussi, ils me prennent pour leur copain. Je veux arrêter les mots qui viennent tirer. J'explose, je tue de milliers de soldats. Ça me fait mal au cœur. Je sais que ça fait bizarre. Je démissionne. On appuie sur la... Et nous ferons en sorte que les armes ne puissent plus jamais parler. Et dans un air rempli de parfums, de senteurs, d'odeurs, embaumant de fleurs fraîches, l'abeille, vaillante plus que jamais, se remettra à butiner. Pour comprendre comment l'abeille produit le miel, apprenons l'anatomie de la tête. En plus de deux grands yeux à facettes qui lui permettent de s'orienter et d'avoir une vision large, l'abeille possède trois petits yeux appelés ocelles pour distinguer le clair du sombre. Les antennes, composées de deux parties, sont orientales et donnent aux abeilles le sens du toucher, du goût et de l'odorat. La bouche est pourvue d'une langue en forme de trompe qui lui permet d'aspirer le nectar des fleurs. Comment mandibule? Non. Ne vous levez pas. Une infirmière en charge du transfert des blessés jusqu'ici vient de me remettre ce colis et cette lettre jointe. À l'intention des élèves du cours moyen, au bon soin de Madame la directrice. Mes très chers élèves, j'étais si proche de vous, je le suis encore, et plus que vous ne le pensez. En effet, depuis plusieurs semaines, je suis au centre de rééducation de la chapelle Saint-Luc. Nous sommes très bien traités. Nous fabriquons des jouets en bois. Cela nous aide. Pas peu fier, je vous fais parvenir cet avion.
te rappelle dans 5 secondes. Il est à votre échelle. Il ressemble de très loin à celui qui s'enflamma la nuit où j'ai perdu connaissance. J'y ai mis toute mon application, comme je vous demande de mettre la vôtre quand vous êtes en classe. Que Madame la directrice s'en empare, si elle le souhaite, comme modèle réduit pour vous expliquer l'essor de cette technologie, ses exploits, ses dangers. Quant à vous, vous vous souvenez comme j'aime la poésie. C'est elle qui nous transporte et nous élève. Sur le front de la Somme, cela ne vous dira rien, j'espère qu'aucun de vous n'aura eu un grand frère ou un papa resté là-bas. J'ai eu pour compagnon, d'infortune, un jeune Anglais, Wilfrid Owen, qui avait respiré ce terrible gaz. Comme ses yeux avaient été brûlés, il n'y voyait plus. Il me dictait ses poèmes en anglais. Il n'est plus. Pensons à lui. Je demanderai à Madame la directrice de bien vouloir lire celui-ci que j'ai traduit. PS, il y a des post-scriptum, il y a des mots difficiles. Les ululements, ce sont les cris des oiseaux de nuit, et commencent comme le mot hibou et le mot hache. Les éclairantes sont des fusées, les mêmes que celles des feux d'artifice. Elles éclairent le ciel. Pour mieux voir ou tirer, plus sûrement viser, ne vous souvenez que du verbe éclairer. Quant au chiffre 5.9, j'espère que vous n'aurez jamais l'occasion de savoir à quoi ils correspondent sur aucun théâtre d'opération. Signé votre maître qui ne vous oubliera pas. Dulce et decorum est. Pliés en deux comme deux vieux mendiants sous leur sac, nous jurions dans la fange quand enfin nous tournâmes le dos aux éclairantes. Nous avions pris la longue route de notre lointain repos. Les hommes marchaient endormis. Beaucoup allaient sans chaussures, avançaient en boitant, les pieds en sang. Tous estropiés, aveuglés, sous de fatigue, sourds même aux ululements des 5.9 lents dépassés qui tombaient derrière eux. Gaz, gaz, vite les gars, en panique, on déballe. On passe juste à temps les masques encombrants. Mais quelqu'un hurle encore, titube, se débat, tel un homme dans le feu ou la chaux. Forme vague derrière les verts troubles, l'épaisse lueur verte comme au fond d'une mer, je le vis se noyer. Dans tous mes rêves, sous mes yeux impuissants, il s'écroule à mes pieds, crache, suffoque, se voit. Si toi aussi, dans tes cauchemars, tu pouvais suivre la charrette dans laquelle on le jeta, si toi aussi, à chaque chaos, tu pouvais entendre le sang couler de ses poumons rongés, alors, mon ami, tu ne raconterais plus avec tant d'allant à des enfants avides de gloire désespérée ce vieux mensonge. Dulce et decorum est pro patria mori. Il est doux et convenable de mourir pour la patrie. Cette phrase est d'un autre poète, Horace.
enfants qui veulent goûter. Reprenez vos cahiers et allez donc voir mademoiselle Apollonie. Vos langues seront déliées et vous pourrez enfin